Reprenons chacun de ces éléments. Premièrement, tout d'abord, les ajouts par rapport à 1789. Premièrement, les ajouts par rapport à la déclaration de 1789. Ces ajouts concernent essentiellement deux thèmes, l'égalité entre hommes et femmes et le droit d'asile. L'égalité entre hommes et femmes est expressément affirmée à l'alinéa 3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Il s'agit au passage d'une formule empruntée au texte d'avril 46. Deuxième élément, deuxième thème, le droit d'asile qui fait son apparition à l'alinéa 4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté, tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté, a droit d'asile sur les territoires de la République. Deuxième élément important, les principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Ces principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps constituent l'innovation majeure du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ils sont la traduction juridique de l'idée qui avait été défendue au moment du débat constituant par André Philippe et par André Oriou. André Oriou qui est le fils du grand juriste Maurice Oriou, idée qui est issue de la pensée du doyen Maurice Oriou, selon laquelle la constitution politique et juridique doit se doubler d'une démocratie économique et sociale. Elle tourne autour de trois grands principes: le travail, l'organisation de l'économie et enfin une certaine philosophie de la société. Le travail tout d'abord. Le travail repose sur quatre idées, quatre principes. Première idée, chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Deuxième principe, tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. C'est la constitutionnalisation de la liberté syndicale. Troisième principe important, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. C'est là aussi la constitutionnalisation du droit de grève. Rappelez-vous, vous avez dû voir ça en droit administratif en deuxième année, que le droit de grève n'a pas toujours été reconnu, et notamment jusque encore dans un arrêt de 1910 du Conseil d'État, l'arrêt Winkel, celui-ci condamnait l'usage du droit de grève dans la fonction publique. Le droit de grève est constitutionnellement reconnu et proclamé, mais il est précisé, je vous le signale, que si le droit de grève existe, il ne peut s'exercer que dans le cadre des lois qui le réglementent, ce qui veut dire que le législateur peut encadrer l'exercice du droit de grève en y mettant des bornes, des limites ou des exceptions. Enfin, quatrième principe, tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. C'est la constitutionnalisation des mécanismes paritaires de la gestion de l'entreprise, tels que les comités d'entreprise, les comités d'hygiène et de sécurité, etc. Ça ne veut pas dire que les comités d'hygiène et de sécurité, que les comités d'entreprise ont une valeur constitutionnelle, ça veut dire simplement que dans l'entreprise, ce genre de structures de dialogue doivent exister et permettre ainsi aux travailleurs de participer à l'élaboration des règles et des conditions du travail. Deuxième point important, deuxième grande série de principes, l'organisation de l'économie. L'organisation de l'économie repose sur deux idées: la planification et la nationalisation. La planification est une innovation de la 4ème République
La planification française du commissariat au plan, à l'instar de celle mise en place par le régime de Vichy, est indicative et incitative, à la différence d'autres planifications qui ont lieu à la même époque, comme par exemple la planification soviétique qui, elle, est impérative. Le commissariat général au plan s'appuie sur deux organismes de prévision, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la SEEF, le service des études économiques et financières du ministère des Finances. Le plan cesse d'être un organe de planification pour prendre en 2006 le nom de Centre d'analyse stratégique, puis en 2013 celui de Commissariat général à la stratégie et à la prospective, plus connu sous le nom de France Stratégie, et qui va redevenir en 2020 Commissariat général au plan. Le 1er septembre 2020, comme je viens de vous le dire, le poste de haut-commissaire au plan est créé, mais sans administration propre. Il a été recréé en 2020 au profit de M. François Bayrou. Plusieurs éléments font de la planification française une expérience originale. Elle constitue l'aspect le plus singulier de l'action de l'État pour domestiquer le marché, se bornant à donner des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis d'un commun accord entre les partenaires sociaux. Le plan tente d'orienter les investissements dans les secteurs prioritaires pour la croissance. À cet égard, on peut le voir comme un réducteur d'incertitude selon la belle formule de Pierre Massé. La nationalisation, elle est mentionnée à l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. En fait, cette disposition de l'alinéa 9 du préambule de 1946 ne fait que compléter l'article 17 de la Déclaration de 1789, selon lequel, je vous le rappelle, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exige évidemment, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité. Troisième grand principe, une certaine philosophie de la société. Une certaine philosophie de la société. Le préambule consacre également l'existence de garanties collectives, comme par exemple le droit à une existence décente, le droit à la solidarité nationale, le droit à l'instruction et à la culture. Ce préambule affirme par ailleurs que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Et vous noterez que c'est le seul endroit dans le préambule de 1946, et on peut même dire c'est le seul endroit dans l'ensemble, par anticipation, du bloc de constitutionnalité de 1958, que la famille est mentionnée. Il s'agit ici d'une innovation consistant en la promotion institutionnelle de la famille, qui est une reprise du texte de 1848. Néanmoins, si la famille dispose d'une assise constitutionnelle désormais, l'absence de définition de ce qu'est la famille, juridiquement, n'ira pas sans poser des difficultés ultérieures, et notamment lors de l'adoption de la loi instituant le PACS, ou celle légitimant le mariage pour tous. Troisième point important du préambule, troisième élément le composant, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. L'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 mentionne les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En cette formule, je vous rappelle l'alinéa premier du préambule, au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame
à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, donc les PFRLR, comme on les appelle, font ainsi leur apparition dans le droit public français, mais, vous le constaterez comme moi, ne connaissent à cette époque aucune définition. Il faudra attendre la Ve République et la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour que cette nébuleuse juridique prenne enfin corps. On fera observer, pour conclure sur ce point, que le préambule de 1946 met également en évidence deux points. Tout d'abord, le préambule fait une place particulière aux droits internationaux dans la hiérarchie des normes en droit français. Il instaure un régime de monisme juridique avec primauté du droit international, c'est-à-dire que dans le système juridique de la IV République, normes de droits internes et normes de droit international font toutes deux partie d'un même ensemble normatif, mais en cas de conflit entre ces deux catégories de normes, c'est la norme internationale qui l'emporte sur la norme interne, selon l'alinéa 15 du préambule, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. Ensuite, le préambule fait apparaître deux oublis de taille dans les droits et les libertés. La liberté d'enseignement, qui est en 1946 et qui va le demeurer encore pendant plus d'un demi-siècle, la liberté d'enseignement est un sujet polémique et donc n'est pas mentionné. Il faudra attendre les lois Germer et Debré de 1959 pour que la question soit évoquée juridiquement. Le droit de propriété, pourtant considéré en 1789 comme l'un des deux droits fondamentaux de l'homme, n'est plus envisagé que sous l'aspect privation, c'est-à-dire l'expropriation, à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la nationalisation, à l'alinéa 9 du préambule, que je vous recite, tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. Cette quatrième République, qui est fondée le 27 octobre 1946, ne vivra que peu de temps, puisque dès juin 1958, c'est-à-dire moins de 12 ans plus tard, elle expirera pour laisser place à la Ve République, ce qui va nous amener à envisager maintenant dans un paragraphe 3 le préambule de 1958. Alors, paragraphe 3, le préambule de la Constitution de 1958. La Quatrième République ne vivra que 12 années, 1946-1958, et sombrera dans et avec la crise algérienne. Cela va nous amener à envisager successivement le contexte dans lequel la Constitution du 4 octobre 1958 a été élaborée, puis le contenu du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ce qui fera respectivement les petits a et le petit b de ce paragraphe 3. Alors, petit a tout d'abord, le contexte dans lequel la Constitution du 4 octobre 1958 a été élaborée. Petit a, le contexte. La Constitution française du 4 octobre 1958 est la Constitution de la Ve République. C'est le régime actuel et actuellement en vigueur en France. Constitution du 4 octobre 1958, qui est donc la norme juridique suprême du pays. Elle est, malgré 24 révisions, l'une des constitutions les plus stables que la France ait connues. Et dans quelques années, elle battra même en longévité la Constitution, les lois constitutionnelles de 1875 qui font la Troisième République. Cette Constitution a été rédigée en pleine guerre d'Algérie
par un comité d'experts sous l'autorité de Michel Debré, qui était à l'époque ministre de la Justice, garde des Sceaux. Rédaction de cette constitution qui a été opérée dans le but de mettre un terme à l'instabilité gouvernementale et au risque de coup d'État militaire, qui avait été très grand, notamment en mai 58, au moment du retour du général de Gaulle au pouvoir. Elle est marquée par le retour d'un exécutif fort, et deux hommes y ont notamment imprimé leurs idées. Michel Debré, encore une fois ministre de la Justice, et qui sera le premier ministre de la Ve République, inspiré du modèle britannique et de l'existence d'un Premier ministre fort, et le général de Gaulle, qui entendait ériger le président de la République en garant des institutions, conformément aux principes énoncés dans ses discours de Bayeux du 16 juin 1946 et d'Épinal du 29 septembre 1946. La Constitution de 1958 accorde un poids institutionnel très important au président de la République, poids qui n'est pas tellement issu des textes. Certains auteurs, je pense notamment à mon collègue le doyen Michel Lescombe, avait pu écrire, il y a de cela quelques années, il y a une quarantaine d'années, un article à la revue de droit public qui s'intitulait « Le Premier ministre, clé de voûte des institutions », parce qu'effectivement, lorsqu'on lit le texte de la Constitution de 1958, on s'aperçoit que le point central des institutions, c'est le Premier ministre, beaucoup plus que le Président de la République, mais la pratique en a voulu autrement. Toutefois, la Constitution de 1958 ne remet, même si elle remet en vigueur la fonction exécutive au sein des institutions, elle ne remet nullement en cause le caractère parlementaire du régime. Je rappellerai même que ce caractère parlementaire du régime est une exigence posée par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 et imposée aux constituants de 1958. Puisque la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 prévoit que les constituants doivent respecter le principe selon lequel le gouvernement est responsable devant le Parlement, ce qui est l'une des caractéristiques du régime parlementaire. En effet, à l'instar des constitutions de la Troisième République et de la Quatrième République, celle de la Ve République demeure fondée sur une séparation souple des pouvoirs. Je vous rappelle que cette séparation souple des pouvoirs, qui a été théorisée notamment au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, par un auteur comme Adhémar Esma, qui en a profité pour théoriser la différence entre le régime parlementaire et le régime présidentiel, repose sur quelques critères, et notamment l'exécutif doit pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, laquelle, à l'inverse, doit pouvoir renverser le gouvernement. Et en plus, dans le système de séparation souple des pouvoirs à la française, l'initiative des lois est une initiative partagée entre l'exécutif, le gouvernement et les parlementaires. Et ce, par opposition au régime présidentiel, qui sont, eux, fondés sur une séparation stricte des pouvoirs. Dans le régime présidentiel américain, par exemple, l'exécutif n'a pas le pouvoir de dissoudre le législatif, lequel ne peut renverser l'exécutif. Le rôle politique central du président de la République semble, comme je viens de vous le dire, toutefois résulter beaucoup moins du texte initial de 1958 que de deux éléments majeurs qui se combinent. Tout d'abord, la pratique institutionnelle insufflée par le premier président de la Ve République, Charles de Gaulle, dont l'aura politique et le poids historique sont considérables à la différence de ceux de ses prédécesseurs. Et ensuite, deuxième élément important, à partir de 1962, l'élection du président de la République
au suffrage universel direct qui a été acté et voulu par le référendum du 28 octobre 1962, élection qui a très fortement élargi le poids politique du chef de l'État. Jusqu'en 1965, première élection du président de la République au suffrage universel, même si le référendum date de 1962, jusqu'à cette époque-là, le président de la République est élu au suffrage universel indirect, donnant naissance à une notion de majorité présidentielle, encore appelée fait majoritaire, inconcevable en 1958. Certains constitutionnalistes, et je pense notamment au professeur Maurice Duverger, vont conclure à ce titre au caractère semi-présidentiel des institutions. Alors, à titre personnel, vous m'autoriserez à vous dire que je n'ai jamais été favorable au verre à moitié plein ou au verre à moitié vide. Les semis me sont toujours me laissent toujours très dubitatif. Le régime de la Ve République est un régime fondamentalement parlementaire, même si ce parlementarisme est connoté d'une très forte influence du président de la République. Voilà donc pour le contexte dans lequel cette constitution nouvelle est élaborée. J'ajouterai qu'elle est élaborée dans un délai extrêmement bref, puisqu'en mai 1958, les départements algériens, départements d'Alger, Oran, Constantine, se rebellent contre la métropole. Le président de la République de l'époque, René Coty, demande à ce qu'il soit fait appel au général de Gaulle pour diriger le pays, et si ça n'est pas fait, il menace même de démissionner. Le 1er juin 1958, le général de Gaulle accède enfin au pouvoir. Le 3 juin 1958, la loi constitutionnelle, ce qu'on appelle la pré-constitution de la Ve République, est votée et confère au gouvernement du général de Gaulle les pleins pouvoirs, notamment constitutionnels, pour réformer la Constitution et pour même réécrire une nouvelle Constitution. En août 1958, le texte est débattu devant les différentes instances, le comité consultatif constitutionnel, qui a été créé exprès pour rendre un avis sur le projet de Constitution, le Conseil d'État, l'Assemblée générale du Conseil d'État, et le projet de Constitution est définitivement arrêté fin août 1958, le général de Gaulle, en présentant les traits caractéristiques dans un discours demeuré célèbre le 4 septembre 1958, 4 septembre, date anniversaire de la refondation de la République, le 4 septembre 1870, après la chute du Second Empire. Et dans la foulée, le texte est soumis au référendum, il est approuvé massivement et il entre en vigueur dès sa promulgation le 4 octobre 1958. Donc c'est un délai relativement bref, si vous comparez par exemple à la 4e République, où il a fallu plusieurs mois pour élaborer un texte qui en plus n'était pas satisfaisant. On va donc voir maintenant, si vous le voulez bien, dans un petit b, le contenu de cette Constitution et surtout du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Donc petit b, le contenu. Le préambule de la Constitution de la Ve République est particulièrement bref comparé au préambule de 1946 et comparé au préambule même de la Constitution du 7 novembre 1848 qui fondait la Seconde République. Ce préambule renvoie à deux textes fondamentaux, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Constitution de la 4e République, auquel sera adjointe ultérieurement en 2004 la charte de l'environnement par la volonté du président Jacques Chirac. Ces textes, ainsi que les principes jurisprudentiels qu'ils ont permis de dégager, notamment, on va y revenir, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, issus du préambule de 1946, forme avec la Constitution stricto sensu le bloc de constitutionnalité. L'expression de bloc de constitutionnalité, qui a fait maintenant autorité, est une formule qui est due au doyen Louis Favoreux, qui a baptisé ainsi cet ensemble de textes à partir des années 1970. Et notamment
depuis que le Conseil constitutionnel a accordé valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution, dans une décision du 16 juillet 1971, la décision liberté d'association, sur laquelle on aura l'occasion de revenir abondamment et à plusieurs reprises durant le chapitre suivant. Alors, sans entrer dans... sans vous dicter précisément le texte, on peut quand même vous citer ce préambule de 1958 parce qu'il est très bref. La Constitution du 4 octobre 1958 commence par ces formules. Le gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juillet 1958, a proposé, le peuple français a adopté, le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit. Et le texte qui suit commence par ce paragraphe, préambule, et voilà le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et au principe de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946. Confirmé et complété par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004, en vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles, fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité, de fraternité, et conçues en vue de leur évolution démocratique. En fait, la fin du préambule n'a plus guère d'intérêt, puisque maintenant tous les territoires d'outre-mer, ou presque, qui étaient nos anciennes colonies, notamment d'Afrique noire francophone, subsaharienne, ont cessé d'être des colonies, sont devenus des États indépendants, comme on le reverra. Mais il y a des expressions très fortes dans ce préambule. Tout d'abord, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et au principe de la souveraineté nationale. Ce qui veut dire que ça n'est pas la déclaration de 1789, on va y revenir, c'est pas la déclaration de 1789 en tant que telle qui est intégrée dans le préambule de la Constitution, ce ne sont que les droits de l'homme et les principes de la souveraineté nationale. Alors rassurez-vous, quand on examine d'un peu plus près les différents articles de la déclaration de 1789, les 17 articles de la déclaration de 1789, tous les articles ont trait à la souveraineté nationale ou aux droits de l'homme. Mais la suite de la phrase est importante, il y a un mot extrêmement important, si on fait un peu d'exégèse du texte du préambule, le préambule est complété par la formule suivante, confirmé et complété. Confirmé et complété. Par le préambule de 1946. Je laisse de côté tout le reste, qui est pour nous sans grande importance. Confirmé et complété par le préambule de 1946, ça veut dire que le préambule de 1946 aura la même valeur que la déclaration de 1789, du moins auront la même valeur que la déclaration de 1789, les éléments du préambule de 1946 qui concernent la souveraineté nationale ou qui concernent les droits de l'homme. Et on aura l'occasion aussi de revoir que lorsqu'on examine cette fois-ci l'intégralité du préambule de 1946, toutes les dispositions du préambule n'ont pas concerné les droits de l'homme et les principes de la souveraineté nationale. Je pense notamment aux 2 ou 3 derniers alinéas du préambule de 1946, qui ont trait notamment aux relations avec les pays d'outre-mer et à ce qu'on appelait en 1946 l'Union française, qui n'a plus aucun intérêt de nos jours. Alors, l'analyse de ce préambule, qu'on a déjà commencé à esquisser, l'analyse de ce préambule fait apparaître 4 observations importantes. Première observation importante, le préambule a désormais valeur constitutionnelle,
il fait partie intégrante de la Constitution, mais vous noterez qu'aucune hiérarchie n'existe entre les normes qui y sont mentionnées. Je veux dire par là que ça soit la Constitution, stricto sensu, que ce soit le préambule de 1958, et au sein de ce préambule, que ce soit la déclaration de 1789, que ce soit le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, que ce soit enfin la Charte de l'environnement de 2004, toutes ces règles sont placées, toutes ces normes sont placées sur un pied d'égalité. En quelque sorte, il faut, si vous me permettez cette image, il faut envisager le bloc de constitutionnalité, donc la Constitution, son préambule et les éléments du préambule, comme étant une boîte à outils qui est offerte au Conseil constitutionnel, boîte à outils dans laquelle le Conseil constitutionnel puisera les éléments qui lui semblent les mieux adaptés en vue du contrôle de constitutionnalité qui lui sera demandé d'opérer. Et on ne va pas commencer par regarder ce qu'il y a dans la Constitution, puis après ça ce qu'il y a dans la Déclaration de 1789, puis après ça ce qu'il y a dans le préambule de 1946, et enfin après ça ce qu'il y a dans la Charte de l'environnement pour répondre à la question. On va prendre l'élément qui est le plus satisfaisant pour le juge. C'est pour ça que je compare le bloc de constitutionnalité à une boîte à outils en la matière. Deuxième observation importante. Désormais, la déclaration de 1789, en ce qu'elle comprend des normes relatives aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, retrouve une existence de droit positif bien affirmée et se trouve même confortée, complétée et confirmée par les dispositions du préambule de 1946. Comme je viens de vous le dire, ça signifie que le préambule de 1946 est placé ici sur un plan de complémentarité de la déclaration, et que ce qui signifie que s'il y avait d'aventure dans le préambule de 1946 des éléments qui ne complètent pas, qui ne confirment pas les dispositions de 1789, elles n'auraient donc pas valeur constitutionnelle. C'est le cas des alinéas 16, 17 et 18 du préambule de 1946, et il en va de même pour la Charte de l'environnement de 2004. Troisième observation importante, le Conseil constitutionnel joue désormais un rôle central dans l'affirmation du respect du bloc de constitutionnalité. Pour bien comprendre l'innovation majeure que constitue le Conseil constitutionnel dans le système de la Ve République, par rapport à notamment sa devancière, la Quatrième République, il faut revenir un peu sur le système de la Quatrième République. Dans la Constitution du 27 octobre 1946, qui fonde donc la Quatrième République, avait été institué, par l'article 91 de la Constitution de 1946, un comité constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. Ce comité constitutionnel était composé du président de la République, des présidents des deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Conseil de la République, et de 7 députés et de 3 membres du Conseil de la République élus par leur pairs. Comme on va le voir, cet embryon de contrôle de constitutionnalité ne pouvait pas réellement fonctionner. Cette imperfection du contrôle de constitutionnalité sous la Quatrième République a été rendue nécessaire pour 2 raisons. D'une part, la Constitution prévoyait expressément que si une loi était déclarée contraire à la Constitution et que l'Assemblée nationale persistait à l'adopter, elle ne pouvait entrer en vigueur qu'après que la Constitution ait été modifiée. Sentiment bizarre de la hiérarchie des normes, où c'est la norme supérieure qu'il faut modifier pour la rendre compatible avec la norme inférieure. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut procéder. D'autre part, l'article 92, paragraphe 3 de la Constitution du 27 octobre 1946 faisait interdiction au comité constitutionnel de contrôler la conformité de la loi par rapport au préambule. Or, dans la Constitution de 1946, c'est dans le préambule que se situent les droits fondamentaux. En conséquence de quoi, ça aboutissait
à la situation suivante. En cas de contrôle de constitutionnalité de la loi, on ne pouvait pas invoquer, à l'appui de ce contrôle de constitutionnalité, un moyen tiré de la violation d'un droit fondamental. Par ailleurs, j'ajouterais que dans le système de la 4ème République, le système était tellement lourd et tellement complexe que le Conseil constitutionnel, enfin le comité constitutionnel de la 4ème n'a été saisi qu'une seule fois d'une loi pour que ce comité constitutionnel en vérifie la conformité à la Constitution. Et le comité constitutionnel a eu l'intelligence, dans sa grande sagesse, de déclarer la loi conforme à la Constitution, ce qui a évité une toujours périlleuse révision de la Constitution.